Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot RH sur leur expertise en ressources humaines. Ce mois-ci, on s'attaque à une croyance qui est tenace. Peut-on vraiment concilier croissance économique et impact positif sur le monde ? Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, assessment, formation, coaching, team building et outplacement. La RSE, c'est bien gentil, mais ça fait pas tourner la boutique. Être responsable, c'est renoncer à la croissance. Impact positif ou rentabilité, il faut choisir son camp. Combien de fois avez-vous entendu ces phrases dans vos comités de direction ou dans vos échanges entre collègues ? Cette opposition tenace entre performance économique et engagement responsable semble gravée dans le marbre. Et si c'était exactement l'inverse ? Et si les entreprises les plus engagées étaient aussi les plus performantes ? Et si la RSE n'était pas un frein, mais un véritable accélérateur de croissance ? Les chiffres sont bien là, attraction des talents, fidélisation des collaborateurs, innovation, différenciation concurrentielle, accès à de nouveaux marchés et j'en passe. En fait, les bénéfices d'une démarche RSE bien menée sont mesurables et bien réels. Alors pourquoi cette fausse croyance persiste-t-elle ? Et surtout, comment faire pour transformer cette contrainte perçue en véritable opportunité stratégique ? J'accueille aujourd'hui Aurélie Descamps, formatrice, coach et membre de l'équipe Bicorp chez RH Performance. Aurélie, tu accompagnes des entreprises dans leur démarche RSE à travers le team building et la formation notamment, mais tu pilotes aussi notre offre sur ce sujet. Tu es donc la personne idéale pour déconstruire ce mythe et nous montrer qu'on peut être à la fois performant et responsable. Aurélie, j'ai une première question pour toi, une première affirmation que j'aimerais déconstruire avec toi, celle qui est qu'on ne peut pas être rentable et avoir un impact positif sur le monde, qu'il faut choisir. Toi qui accompagnes des entreprises au quotidien, est-ce que cette croyance est encore très présente ? Et surtout, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent encore ça ? Eh bien, Clémentine, en fait, cette croyance est encore malheureusement très présente dans tous les types d'entreprises et c'est une phrase que j'entends encore beaucoup. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La RSE, ça doit plus être perçu comme une contrainte, comme un coût, comme une charge, ou voire comme un plus, histoire de verdir un petit peu sa stratégie. C'est tout l'inverse. Pourquoi c'est indispensable ? Il y a une urgence environnementale et sociale. On vit des crises climatiques, des crises sociales, des inégalités sociales qui nous rappellent au quotidien que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer. Bien évidemment, l'action ne se limite pas qu'aux entreprises. Il y a des actions au niveau de l'État, il y a des actions au niveau des individus. Mais les entreprises, c'est pas une option, c'est pas un bonus pour elles de s'investir là-dedans. Elles ont une responsabilité collective pour pouvoir agir sur le monde qui nous entoure aujourd'hui. De ça découlent des attentes sociétales, que ce soit les clients, que ce soit les consommateurs ou même les investisseurs. Il y a des attentes réelles d'engagement concret sur ces sujets environnementaux, sociaux, sociétaux. Donc, une entreprise qui ne s'engage pas dans ces aspects-là va perdre en crédibilité et va perdre en attractivité, que ce soit au niveau recrutement, mais aussi au niveau du commerce qu'elle peut développer. Et le troisième point, c'est au niveau de la performance globale. On a des études qui démontrent que les entreprises les plus engagées sont aussi les entreprises les plus performantes. Il y a une étude d'Harvard qui montre que les entreprises les plus engagées qui ont une vraie démarche RSE, pas juste qui saupoudrent de petites actions, qui ont une démarche solide en termes de RSE, et qui sont cotées en bourse, ont une croissance de 2 à 3% supérieure aux autres entreprises. Ouais. Et ça a un impact sur la performance, mais aussi sur l'attractivité. Aujourd'hui, c'est une étude de Glassdoor qui montre que 73% des candidats vont privilégier une entreprise qui a une vraie démarche et qui s'engage plutôt qu'une entreprise qui ne l'est pas. Donc c'est à la fois sur les personnes que je vais attirer dans mon entreprise, mais aussi sur l'économie, la rentabilité de mon entreprise. Ok. Du coup, on va se demander, est-ce qu'il faut choisir entre rentabilité et impact ? Ma réponse est non. La question à se poser, c'est plutôt comment je peux mettre la RSE
au cœur de ma stratégie pour qu'elle soit un levier de ma performance, de ma robustesse, comment ma RSE peut, comment les actions que je vais mettre en place, la stratégie que je vais mettre en place va me permettre de faire du et non du ou, de la rentabilité et de l'impact. Merci, c'est très clair Aurélie pour cette première question. J'ai une seconde question à te poser. Quels sont les quick wins ou les petites victoires en français? Donc les actions simples qui peuvent avoir un impact rapide et visible, autant en interne qu'en externe. Alors pour des actions rapides et visibles, moi ce que je recommande, c'est des actions qui mêlent transparence et engagement. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les collaborateurs. Plus je vais les impliquer, plus ils vont adhérer à la démarche qu'on va faire, plus ils vont avoir envie de réaliser, et plus ils vont du coup être fiers des actions qui sont mises en œuvre, et ça va rayonner finalement. Une action qui est finalement assez simple à mettre en place, c'est d'organiser un atelier d'une demi-journée avec mes collaborateurs pour construire pour construire un plan d'action et identifier des actions rapides, collectives à mettre en œuvre dans l'entreprise. Mais que ce soit vraiment fait avec les collaborateurs. J'insiste sur ce point-là pour que ce soit vraiment, que ça crée cette adhésion et cette motivation. Ça a différents impacts en fait. Pas qu'au niveau, par exemple, environnemental, ça va avoir un impact aussi au niveau de l'engagement, au niveau de la QVCT, parce que je suis écoutée, je suis impliquée dans ce qui va se passer et je vais faire. Ouais. Je suis responsabilisée. Ça a aussi un impact sur cet aspect-là. Une action que nous, par exemple, on a mise en place chez nous assez facilement et que je préconise assez facilement, c'est de proposer des vélos de fonction. C'est plutôt proposer des voitures de fonction. On propose des vélos de fonction qui va du coup avoir un impact carbone. Bien évidemment, ça va réduire l'impact carbone sur les déplacements domicile-travail des collaborateurs, mais ça va aussi avoir un impact sur la santé des collaborateurs. Ça va avoir un impact plus large que juste l'empreinte carbone qui va être réduite. Une autre action qui est intéressante à mettre en œuvre, qui va avoir aussi plusieurs impacts, c'est de développer le mécénat de compétences. En développant le mécénat de compétences, on peut amener les collaborateurs à s'engager dans des choses qui leur tiennent à cœur, à mettre à profit leurs compétences pour des actions plus larges que le spectre de l'entreprise. Par exemple, on peut s'impliquer dans l'insertion des jeunes, on peut s'impliquer dans le développement d'une épicerie solidaire. Après, à chacun de voir ce qui va lui parler. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet de faire aussi une démarche collective, d'utiliser ses compétences, de générer de la motivation chez les collaborateurs et d'avoir un impact finalement sur le territoire sur lequel on est présent et d'avoir un maillage plus fort avec les associations, les collectivités, le territoire dans lequel on appartient. C'est des actions qu'on fait chez RH Performance et du coup pour avoir un vélo de fonction et pour aussi faire du mécénat de compétences, je confirme que c'est quelque chose qui nous fait nous sentir utiles et en termes de bien-être aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Merci pour ton partage. J'ai une troisième question pour toi. RH Performance propose des formations et même des team building sur la thématique de la RSE. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces formats peuvent être un excellent point de départ pour embarquer ces équipes dans la démarche ? Alors oui, effectivement, on propose des formations, on propose des team building, on propose même des parcours plus larges, on va proposer aussi du coaching. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit positif, que ce soit pragmatique et que ce soit concret. Donc nous, on va partir de là où en est l'entreprise. Tout ce qu'on construit, c'est du sur-mesure. Donc on va partir des besoins de l'entreprise. Où est-ce qu'elle en est au niveau des connaissances ? Où est-ce qu'elle en est au niveau de la maturité sur les sujets RSE ? Où est-ce qu'elle en est au niveau de son engagement ? Où est-ce qu'elle veut aller ? Quel est son secteur ? Quels sont ses enjeux ? Quels sont ses enjeux business également ? Pour pouvoir ensuite construire des formats aussi bien sur la forme que sur le fond, qui correspondent au plus près des besoins des clients qu'on va accompagner. Après, ça va pouvoir prendre des formats complètement différents. On va avoir des formats de sensibilisation, si l'enjeu est principalement de sensibiliser les collaborateurs avant de mettre en mouvement. On va pouvoir aller sur des parcours où on va plus faire de la mise en action, on va écrire des plans d'action, on va accompagner cette mise en place. On va avoir des parcours où ça sera plus sur de l'engagement, ou des journées de team building, par exemple, où on va fédérer autour d'un projet commun. Ce qui compte pour nous, dans ces différents formats et dans tout ce qu'on va proposer, c'est de mettre l'humain au cœur. Nous, nos compétences chez RH Performance, c'est l'humain.
c'est le comportemental. Donc, on ne va pas aller former, on ne va pas accompagner, par exemple, sur la réalisation d'un bilan carbone. Ce n'est pas notre métier. Nous, ce qu'on fait, c'est comment faire pour faire bouger le collectif, comment faire pour faire bouger les individus, les collaborateurs, comment fédérer autour d'un projet. Et donc, c'est en agissant à la fois sur l'engagement humain et comment lever les freins et sur les freins qu'on peut avoir qui font que du coup, finalement, je ne me mets pas en mouvement. Donc, nos approches vont être vraiment centrées sur l'humain pour pouvoir engager, fédérer, sensibiliser et mettre en mouvement. Ok. Et on a aussi une action qu'on propose qui est de proposer du coaching à impact. C'est-à-dire qu'on va accompagner des dirigeants sur l'intégration dans leur modèle économique des enjeux RSE. Donc des dirigeants qui ont envie finalement d'allier ce côté business, le côté rentabilité de leur entreprise, mais qui ont envie aussi et qui ont compris, en fait, c'est pas juste une question d'envie, comme je le disais aussi dans la question précédente, mais une question de prise en compte qu'aujourd'hui c'est indispensable et nécessaire. Donc qui ont pris en compte qu'il faut agir pour avoir un impact positif sur le monde, voire un impact régénératif. Donc nous, on va les accompagner pour faire du « et ». Comment vous arrivez à associer ces deux aspects-là. Et donc, on va accompagner des dirigeants, mais aussi des managers qui ont envie, à leur échelle, au niveau de leur équipe, de pousser cet aspect-là. Et pourquoi nous, chez RH Performance, on a décidé de développer ces offres-là ? C'est parce que justement, c'est des choses qu'on a vécues. Et en fait, on a bien senti que c'était des choses dont on avait besoin aussi. On avait besoin d'être accompagnés aussi sur ces sujets-là pour allier le côté rentabilité économique et le côté impact positif. Au quotidien, c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on combine. Donc, on est bien conscient aussi que tout n'est pas facile, bien évidemment. Sinon, tout le monde le ferait et j'en serais très heureuse. Mais en fait, finalement, ces offres sont venues de notre propre expérience. Ouais. On est Bicorp. On est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. On a cessé de parler de croissance. On est plus orienté sur le fait d'être robuste, d'être une entreprise qui fait preuve de robustesse plus que de parler d'objectifs et de croissance infinie. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à être solide et à avoir un modèle qui va pouvoir générer du positif pour la planète et pour les hommes. Donc on y arrive avec parfois des moments où ça peut être plus complexe, bien évidemment. Mais justement, on a de cette expérience-là, on s'est dit, mais en fait, on peut apporter ça aussi aux autres. Et on peut aider, on peut rayonner et accompagner des entreprises qu'on peut comprendre. Parce que nous-mêmes, on le vit et on l'a vécu et on le vit encore. Merci pour ta réponse très claire. Je reviens un peu sur les événements qu'on peut proposer à ces équipes pour embarquer, sensibiliser à la RSE. Et j'ai un peu une question poil à gratter. Comment on évite l'effet greenwashing de ce genre d'événement ? Effectivement, c'est un vrai enjeu parce qu'il n'y a rien de pire que ça. De faire, on va faire un petit événement et puis pour dire qu'on a fait une action verte et puis il ne se passe rien derrière, tout sauf ça. Ouais. Donc nous, c'est aussi notre rôle de s'assurer que quand un client vient nous voir et qu'on échange sur un projet de team building ou de formation, que le sujet n'est pas de faire du greenwashing. Donc déjà, nous, on a un engagement à ce niveau-là, au niveau éthique, de s'assurer que c'est pas juste pour verdir. Ensuite, ce qui est important, c'est 3 clés. Une, d'être dans de la transparence. Donc les actions qui vont être décidées, d'être transparent sur qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va vraiment les faire ou pas, de pas faire semblant qu'à la fin, par exemple, d'une écriture de feuille de route, de pas faire semblant que oui, on va faire et finalement, il va rien se passer. Ça, c'est juste délétère, donc c'est contre-productif. Si on met en place quelque chose, c'est d'être vraiment dans une transparence à 100% de ce qui va pouvoir être fait et des engagements qui vont être pris. Et donc, quand je parle d'engagement, je parle d'engagement de la direction. Mmh. C'est important que quand on met des événements comme ça en place, ce soit vraiment quelque chose où la direction s'engage dans le processus pour que ce soit réalisé. Le deuxième, c'est qu'on puisse aller avoir des preuves tangibles sur ce qui va être mis en place. De pouvoir mesurer les actions et de ne pas rester au stade de belle intention, on va favoriser l'inclusion. Ok, quoi concrètement ?
Concrètement, c'est quoi ce que vous voulez faire? Donc, pour ne pas être dans le greenwashing, nous, dans nos accompagnements, on va pousser à rendre concret les actions qui vont être décidées. Et le troisième point, j'en ai déjà parlé, mais il est vraiment important, c'est d'engager. C'est que ce soit collectif, que ce soit pas des choses qui soient décidées qu'à un niveau, par exemple, de la direction. La direction, il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle soit dans le projet, mais il ne faut pas que ce soit juste la direction. Ce qui est important, c'est que ce soit vraiment du collectif et que les collaborateurs soient engagés pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils portent, pour qu'ils développent, pour que ça crée de la fierté, de la motivation et que c'est un impact plus large et qu'on soit dans quelque chose qui soit vécu et non subi. Donc de la transparence, des actions concrètes et aussi de l'implication de la part des équipes, c'est les 3 clés pour éviter un peu l'effet greenwashing de ces événements. Exactement. J'ai une dernière question pour conclure ce podcast. Si tu devais donner un seul conseil essentiel à un dirigeant ou un DRH qui nous écoute et qui hésite encore à se lancer dans une démarche RSE par peur que ça impacte sa rentabilité, qu'est-ce que tu lui dirais ? Eh bien, je lui dirais, ne vous demandez pas si vous pouvez vous permettre de faire de la RSE, mais demandez-vous si vous pouvez encore vous permettre de ne pas en faire. Pourquoi ? Parce que la RSE, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement stratégique pour vos talents, pour l'attraction, pour recruter, pour fidéliser. C'est un investissement stratégique pour votre réputation, pour l'image de l'entreprise, pour le rayonnement que vous allez avoir. Et c'est un investissement stratégique pour votre résilience. Donc c'est là où ça va aussi ramener l'aspect rentabilité. C'est-à-dire que les entreprises qui s'engagent et qui avancent dans ces démarches RSE sont des entreprises qui sont souvent plus innovantes et qui sont capables, qui sont plus au courant, qui sont plus alertes sur les évolutions de la société, sur les risques à mesurer et qui vont du coup mettre en place de façon plus adaptable et plus agile, des actions pour prévenir tous ces risques. Donc ça va aussi développer cette façon de penser et cette agilité dans votre entreprise. Et je lui dirais aussi, n'attendez pas d'avoir écrit un grand plan stratégique sur 5 ans, mais commencez maintenant. L'idée, c'est vraiment d'engager, de créer une dynamique par une petite action. Commencez petit à petit et ça grossira. N'attendez pas d'avoir un plan à 5 ans, lancez-vous. Merci pour ta réponse et merci Aurélie pour tous ces conseils pratiques. Vous l'avez compris, non seulement on peut concilier rentabilité et impact positif sur le monde, mais c'est surtout que l'un ne va plus sans l'autre. Pour les dirigeants, DRH et managers qui souhaitent transformer leur démarche RSE en véritable levier de performance avec des actions concrètes, Aurélie et l'équipe RH Performance sont là pour vous accompagner. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site rhperformance.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast et surtout, osez être performant et responsable.